Socrative, S-O-C-R-A-T-I-V-E. Florian va vous en reparler juste après. En tout état de cause, donc c'est un atelier sur la pharmacie oncologique. Alors vous verrez que le thème, ce sont les hôpitaux de jour, qui constituent pour nos établissements pas forcément le premier lieu de déploiement de la pharmacie clinique. Et justement, c'est un peu toute l'originalité de cet atelier, de vous présenter quelles actions pourraient être mises en œuvre. Voilà. Alors, le temps que tout le monde finisse de s'installer, de télécharger Socrative, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais laisser Benjamin vous présenter la commission junior qui a été créée par la SFPO depuis 2015. Voilà, en quelques mots, Benjamin, si tu peux présenter la commission. Merci, Mickaël. Rebonjour à tous. Merci beaucoup. On est très fiers parce qu'on est l'atelier qui a le plus de succès. Merci beaucoup. Pourquoi un atelier par la commission junior? C'est vrai qu'on s'est lancé officiellement en 2015. En 2015, au congrès, on avait fait un atelier sur les thérapies orales. À l'époque, on était un peu en avance dans le temps. Là, en 2019, on s'est repositionné. On s'est dit pourquoi pas. On a une belle équipe de juniors dynamiques. Donc, on a reproposé de faire un atelier. Et là, est ressortie la thématique des activités de pharmacie clinique en oncologie en hôpital de jour. Donc voilà, on est très heureux de partager ce moment avec vous. Alors le bon côté de dire que c'est la commission junior qui l'organise, c'est que du coup ça démystifie un peu. On a tous été internes souvent chez vous ou co-internes ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous interrompre, à nous poser des questions, à discuter. Et on essaiera que ce soit un maximum interactif dans la mesure du possible. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous êtes nombreux. Ce n'était pas prévu, mais c'est une très bonne nouvelle. Normalement, on devrait pouvoir faire fonctionner l'application pour tout le monde. On va tester ça de toute façon assez rapidement. Donc, il s'agit, si vous vous posiez la question, évidemment, de l'application Socrative Student. OK. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, voilà. Vous allez taper dans la room quelque chose. Là, vous allez taper le nom du trésorier de la SFPO, c'est Monsieur Tournamil. Donc vous tapez Tournamil, c'est lui qui paye l'abonnement, c'est normal. Oui, il y a un accès Wi-Fi ici. Ah, ça va peut-être vous aider. Hein. Pour le Wi-Fi, ça vous aidera effectivement pour vous connecter. Donc le réseau à identifier, c'est CIC public. Et après, c'est un code à 10 chiffres. Donc soyez tout oui. 049. CIC public, le réseau. Alors je recommence. 049. 027. 5000. 049, 027, 5000. Ouais, 5000. 5000. Voilà, et ça fait 10. Et ça passe. Bon, en tout cas, grâce à l'application, moi je sais qu'il y a déjà 32 personnes qui sont connectées. Hein. 33, ça n'arrête pas de grimper. Donc normalement, si vous avez réussi, vous allez avoir le premier quiz qui s'affiche, qui est d'une certaine complexité, puisqu'on vous demande simplement de nous dire, de vous présenter, c'est-à-dire de savoir si vous êtes pharmacien d'officine, pharmacien hospitalier, interne en pharmacie, étudiant ou autre, pourquoi pas. Donc le premier va être un petit peu laborieux, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on voit en direct le nombre de personnes qui sont connectées, le nombre de personnes qui répondent. Hein. À un moment, on arrêtera ça pour pas que ça dure trop longtemps, les jeux seront faits et on affichera les résultats. On n'avait pas prévu ça. Alors sachez qu'avec l'application, j'en profite, je meuble un petit peu, hein, il y avait également la possibilité de faire des quiz sous forme de match. Alors si on avait su, on vous aurait réparti à l'avance et on aurait fait un face-to-face, mais ça aurait été un petit peu complexe à organiser d'un point de vue logistique. C'est parti ? Ok. Allez, on va passer le premier, puis après les autres nous rejoindront. Donc on va déjà avoir une idée à peu près de qui vous êtes. Vous êtes essentiellement pharmacien hospitalier, interne en pharmacie, et on a également des étudiants donc non internes. Je remarque et je peux déplorer qu'on n'a absolument aucun pharmacien d'officine dans la salle.
Alors, et la deuxième question avant qu'on commence à passer aux présentations, c'est de savoir dans quelle structure vous exercez. Alors normalement, selon toute vraisemblance, vous n'exercez pas en pharmacie d'officine, mais on peut être surpris. Allez, les jeux sont faits. Voilà, donc c'est globalement assez bien réparti. On a la plupart sont dans des centres hospitaliers, un peu moins dans les CHU et dans les établissements privés, et encore un petit peu moins, mais c'est finalement assez cohérent avec la répartition territoriale dans les centres de lutte contre le cancer. Très bien, on va s'arrêter maintenant pour les quiz. Je pense que c'était pas très difficile, et on va vous proposer de commencer l'atelier. Alors, ça je passe. Donc on a aujourd'hui 6 points à aborder qui vont être un petit peu un déroulé relativement cohérent. On va commencer à parler de ce que c'est déjà un hôpital de jour et pourquoi on s'est mis à s'intéresser à cette thématique finalement dont l'intitulé peut paraître un petit peu bizarre de prime abord. Oui, normalement vous pouvez suivre à peu près partout. Ensuite, on parlera de l'enjeu qu'il y a autour de la mise en place d'activités de pharmacie clinique oncologique dans ces hôpitaux de jour de cancérologie. Pourquoi est-ce qu'on va s'y intéresser? Quels sont les enjeux? On parlera de tout ce qui a trait à l'entretien patient, l'entretien pharmacien-patient. On verra qu'il existe déjà des référentiels et mes collègues qui sont experts détailleront ça évidemment parfaitement. On abordera ensuite tout ce qui va avoir trait à l'analyse pharmaceutique dans son intégralité. Et puis alors on verra en fonction de notre maître du temps comment on découpe l'atelier. Et puis on a dans une deuxième partie normalement, pas que je me donne trop moi. Hop. Les outils, les méthodes. On va voir comment on peut restituer une analyse pharmaceutique auprès de qui de droit. Et puis enfin, on discutera un petit peu de la façon de valoriser ce type d'activité de pharmacie clinique oncologique. Alors j'ai la joie de commencer. Bien évidemment, comme vous l'aurez compris, effectivement, comme l'a dit Benjamin, on a une expérience qui est toutefois limitée, puisque si on prend la moyenne d'âge de la salle, ce qui veut dire qu'on n'est pas vraiment là pour faire de la formation ce type DPC, mais qu'on espère que ce sera plutôt un lieu d'échange, bien évidemment. D'accord ? Je sais que c'est assez classique comme propos, mais c'est tout à fait sincère. Donc ça, on le passe. Alors, moi j'ai une troisième question, j'avais oublié. Hop, je remonte. On va devoir jongler un petit peu avec ça. Quelle est la proportion de chimiothérapies injectables qui sont réalisées en hôpital de jour en France, selon vous ? Alors, les jeux sont faits. Eh bien, effectivement, on a quand même globalement... Ah, je ne savais pas que ça pouvait continuer à marcher quand on avait bloqué. Très bien. Donc, effectivement, on voit que vous êtes quasiment tous sur 70 et 90%. Et en fait, ce sont les deux bonnes réponses, quelque part, puisque les hôpitaux de jour représentent en France 70% dans l'activité des centres hospitaliers publics et 90% en ce qui concerne les centres hospitaliers privés. Donc effectivement, c'est important de se rendre compte que dans un CHU ou dans un CH ou dans un autre centre hospitalier, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez le patient en ambulatoire, la plupart des traitements par chimiothérapie injectable se font dans les hôpitaux de jour finalement. Alors vous allez tout de suite penser à ce qui ne se fait pas dans les hôpitaux de jour, vous pensez à la pédiatrie ou à certains services d'hématologie ou de sarcome par exemple, mais finalement c'est assez réduit par rapport à des pathologies cancéreuses qui sont très très fréquentes. En 2017, il y a eu des recommandations qui ont été publiées par la Société française de pharmacie oncologique autour des méthodes. L'atelier SFPO était fait autour des outils et méthodes des chimiothérapies orales. Donc quelque part cette année, 2 ans après, on va essayer d'aller sur le versant plutôt injectable, comme vous l'avez compris. L'INCa en 2016, vous apprenez qu'un quart aujourd'hui des molécules de chimiothérapie étaient des molécules par voie orale. Donc ça paraît énorme, et effectivement cette part augmente. Néanmoins, ça veut dire que le reste, c'est-à-dire environ 3 quarts, demeurent des molécules qui s'administrent par voie injectable. Et c'est ça finalement qui est intéressant. Et ça se fait quasiment exclusivement dans le cadre d'une hospitalisation. Et vous l'avez compris, dans 3 quarts
voire 4/5 du temps, dans les hôpitaux de jour de cancérologie. Alors les hôpitaux de jour, ça c'est juste pour l'historique, hein, j'ai retrouvé ça dans un papier US. Initialement, vous le saviez peut-être, ça avait deux objectifs. C'était d'une part la maîtrise des coûts, on comprend aisément, c'est valable également dans notre pays, qu'une hospitalisation de jour, c'est évidemment beaucoup moins coûteux qu'une hospitalisation traditionnelle, à condition évidemment que ça soit possible. Et puis l'objectif, c'était également qu'il y ait une amélioration de la qualité de vie des patients, ce qui peut également s'entendre. Alors dans le premier papier que j'ai trouvé, hein, qui est un petit peu vieillot, finalement, il n'y avait que la maîtrise des coûts qui semblait marcher. Bon. Alors, voici une représentation très très schématique de ce qu'on pourrait appeler une première hospitalisation de jour pour un patient, ce qu'on a l'habitude d'appeler dans celles et ceux qui sont encore dans les unités de reconstitution des cytotoxiques le C1J1, le fameux C1J1. On a un patient qui va rentrer, qui va sortir, comme on leur dit, vous sortez à la fin de la journée ou plus tard, vous ne resterez pas le soir, et entre-temps, finalement, il va y avoir, surtout au C1J1, parfois une multitude d'intervenants qui vont venir de manière systématique. Il s'agit de l'infirmière ou l'infirmier diplômé d'État ou évidemment du corps médical, souvent représenté par les internes d'oncologie pour la validation de la chimiothérapie. Évidemment un rôle également fixe qui est celui de la préparation des poches de chimiothérapie par l'unité de reconstitution des cytotoxiques. Et puis à côté, sous forme de nuages, vous voyez qu'il y a finalement une multitude d'interventions, et je ne suis pas exhaustif, je le dis tout de suite. Ça va être d'une intervention d'un diététicien nutritionniste, de ce qu'on appelle les psychologues, alors une spécialité qui s'appelle la psycho-oncologie, qui d'ailleurs est assez... a un nom de société qui est assez proche d'une autre, n'est-ce pas, d'une intervention d'un socio ou d'une socio-esthéticienne, notamment en ce qui concerne les perruques par exemple, mais pas que, je pense également au vernis. Parfois, sollicitation d'assistance sociale pour les situations complexes. Vous en avez forcément déjà connu au moins une dans votre carrière. Et puis au milieu de tout ça, finalement, au-delà du rôle initial et actuel, bien évidemment, qu'a le pharmacien hospitalier de préparer les chimiothérapies injectables, il peut également avoir d'autres rôles directement auprès du patient. Alors, la conciliation médicamenteuse, c'est quelque chose que vous connaissez bien. C'est un terme qui, initialement, était quand même entendu comme étant une comparaison à un moment ou à un autre d'un bilan médicamenteux optimisé et d'une ordonnance à l'admission d'hospitalisation. Même si aujourd'hui, ce terme-là est utilisé également pour l'HDJ, on comprend bien quand même initialement qu'il y a un problème fondamental en hôpital de jour, c'est qu'il y a parfois des difficultés, j'imagine que c'est le cas aussi, vous pourrez nous en parler, à ce que les patients qui rentrent pour être traités pour un cancer soient également pris en charge pour tout le reste. On parle de pathologies qui ont une moyenne d'âge de diagnostic de 60-65 ans parfois, pour lesquelles les patients n'ont pas qu'un cancer. Et donc, il faudrait imaginer qu'à l'hôpital de jour, tous les traitements réguliers du patient soient represcrits. Je ne dis pas que ça n'est pas fait, je dis que ça paraît quand même compliqué. On a également la complexité qui est liée à l'interface des différents logiciels. On passe notre temps à essayer d'interfacer les logiciels, mais a priori, il ne s'agirait pas de vouloir le faire à l'excès, parce que de toute façon, ça ne marche pas toujours. Et donc, il y a des pertes d'informations lorsqu'on n'a qu'un seul logiciel de chimiothérapie, par exemple. L'HDJ, ça paraît très bien sur le papier, mais l'HDJ, c'est aussi un lieu emblématique d'une prise en charge fragmentée. Tout le monde va intervenir sur différentes thématiques en fonction de son appétence et surtout de sa profession et de sa spécialisation, avec parfois finalement des patients qui sont ni pleinement à l'hôpital, ni pleinement en ville, des professionnels de santé hospitaliers qui ignorent ce qui se passe en ville parce que le patient ne reste pas assez longtemps à l'hôpital, et des professionnels de ville, ça fait longtemps qu'ils s'en plaignent, qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe derrière les murs de l'hôpital. Une durée de séjour qui est rapide. Les choses vont vite, les choses vont parfois très très vite pour certaines formulations injectables par voie sous-cutanée. Et puis on aurait, c'est un avis personnel, peut-être que vous me contredirez, mais on aurait tendance à penser que par rapport aux chimiothérapies orales, pour lesquelles vous savez qu'il y a énormément de publications, de données qui ressortent sur l'importance d'être vigilant vis-à-vis des interférences avec d'autres médicaments, on aurait presque tendance à oublier que les chimiothérapies parentérales le sont également. Ça, c'est un schéma que vous avez sûrement déjà vu. Et finalement, la seule différence entre des thérapies orales et IV, de manière très très grossière, c'est que vous avez une phase de résorption pour lesquelles les chimiothérapies injectables ne vont pas être concernées. Mais pour le reste, finalement, il peut y avoir des interférences médicamenteuses, des interactions au niveau des phases de distribution, de métabolisme, d'élimination, etc. Alors ça, c'est un article qui est fondateur. Je passe un peu en revue pour poser le sujet. Un article qui est un petit peu fondateur et qui justement, c'est une équipe de Lyon qui avait montré en 2007, en faisant une belle revue de la littérature sans s'arrêter aux bases de données classiques, on y reviendra, qui a montré qu'on retrouvait finalement énormément d'interactions médicamenteuses plus ou moins documentées pour des molécules dont vous avez une liste à la droite qui n'est pas exhaustive, mais sur des molécules que vous connaissez très bien. Alors ça va être à vous de travailler un petit peu. Pourriez-vous
Non, je ne veux pas quitter, je veux nexter. Voilà. Pourriez-vous nous dire quelle est selon vous l'incidence des interactions médicamenteuses entre les traitements oncologiques, annexes compris, et les autres médicaments qu'on appelle les médicaments réguliers, ambulatoires, personnels, qui ont différentes appellations? Et oui, effectivement, vous avez en majorité la bonne réponse. Alors c'est peut-être un peu facile maintenant de répondre quand vous voyez les résultats s'afficher, hein. Je pense qu'il y a quand même un petit biais. Effectivement, quand on fait la littérature, c'est ce qu'on va retrouver, des taux grosso modo qui vont se situer entre 15 à 20% et 40% d'incidence d'interaction médicamenteuse. Ma bibliographie n'est absolument pas exhaustive, bien sûr. Vous avez sûrement d'autres références en tête, peut-être même des travaux personnels, mais c'est quand même un ordre d'idées qui ressort. Alors ça, c'est une réflexion qu'il est intéressant d'avoir, c'est de se rendre compte qu'il y a différentes étapes dans ce que peut proposer un pharmacien hospitalier vis-à-vis d'un hôpital de jour de cancérologie. On part d'une situation où, en théorie, un pharmacien hospitalier serait amené, je parle d'un cas assez classique, à valider des prescriptions de chimiothérapie sans pour autant avoir accès au traitement régulier des patients, parce que les patients n'ont pas d'ordonnance prescrite dans leur logiciel hospitalier. Et donc, il y a une situation de non prise en compte du traitement global qui peut générer des problèmes médicamenteux, ça se comprend bien. La première étape, parce qu'il faut fonctionner par étapes, ça serait tout d'abord déjà de prendre en compte rien que ce traitement médicamenteux régulier, d'avoir une idée globale, ce qu'on appelle un bilan médicamenteux optimisé, pour déjà limiter les risques, essayer d'éviter les problèmes. Mais en fait, quand on va un petit peu plus loin, quand on a la chance de pouvoir aller plus loin, au-delà de la limite des risques, qui est déjà très très bien qu'on se le dise, il y a aussi possibilité de transformer cette espèce de zone à risque qu'est l'hôpital de jour de cancérologie en point fort. Quand on en a la possibilité, alors évidemment on parlera après de ressources humaines et autres, quand on en a la possibilité, l'HDJ en fait ça peut se révéler être un point fort de la prise en charge des patients en oncologie, parce que ça peut être aussi l'occasion de réviser la thérapeutique globale médicamenteuse. Vous savez que des patients qui vont commencer un traitement de chimio, ils vont parfois se retrouver avec évidemment des pathologies chroniques type diabète ou dyslipidémie qui vont forcément être amenées à être révisées également. Donc l'hôpital de jour peut être également un lieu où faire ce genre de choses. Ça peut être également l'occasion de mettre en place des mesures d'accompagnement des patients qui peuvent être plus ou moins poussées en fonction des centres hospitaliers. Alors effectivement, j'arrive à la fin de cette première partie. Les activités de pharmacie clinique oncologique, elles vont être diverses, parce que vous avez alors l'impression aujourd'hui qu'on est un petit peu monomaniaque, on va beaucoup parler du bilan médicamenteux optimisé, mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être des centres qui travaillent sur d'autres choses, uniquement sur la révision thérapeutique, quoique ça pourrait être surprenant. Il y a des centres qui ont axé beaucoup d'énergie sur l'information aux patients et l'accompagnement de ces patients. Et puis, il y a évidemment des actions d'éducation au sens large. Je ne parle pas que des termes labellisés comme de l'éducation thérapeutique qui peuvent être proposés en HDJ. Mais aujourd'hui, nous, vous le verrez, on a volontairement axé, parce qu'il faut faire des choix, de manière très importante sur les bilans médicamenteux optimisés en cancérologie. Alors pourquoi l'HDJ ? Je pense déjà, j'espère vous avoir en partie convaincu. Il faut aussi savoir que par rapport au PUI, les liens sont parfois historiquement très forts. L'HDJ, c'est souvent le plus gros client, pour parler rapidement, des UCRC. En général, c'est pour eux qu'on produit le plus de poches. C'est pour eux qu'on a également une contrainte, ce qu'on appelle la contrainte de mise à disposition des préparations. Ça, je ne vous apprends rien non plus, qui peut parfois générer des situations plus ou moins tendues. Ça peut être intéressant aussi de développer des accès au planning des patients via les logiciels de préparation ou via les logiciels de programmation des secrétaires. Ce sont des choses qui sont possibles. Quand on veut commencer à travailler avec un hôpital de jour, au-delà, même rien que pour faire des chimiothérapies, il est important d'identifier des relais, les infirmières dites de coordination par exemple, bientôt également des IPA, les médecins oncologues, les internes, et puis évidemment, comme pour toute activité pharmaceutique à initier, il est évidemment essentiel d'évaluer la charge de travail. J'espère qu'aujourd'hui, on essaiera de répondre en partie, notamment à ce dernier point. Alors ça, c'est un quiz, mais je suis en train de me demander s'il a réellement été mis en ligne. Tant pis, je ne prends pas le risque. J'ai un doute. Voilà. Premier cafouillage. Et non, il n'a pas été mis en ligne, donc ne répondez pas tout de suite. Enfin, vous pouvez, mais
Tant pis, je passe. Et puis moi, j'avais un mot à dire aussi important, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Vous, évidemment, quand vous pensez en première intention aux ressources humaines qu'on peut mobiliser sur des activités de pharmacie clinique en général, mais là on parle d'oncologie, vous pensez au pharmacien hospitalier qui est déjà un ETP et qui va devoir augmenter au-delà d'un ETP pour arriver à faire ça, aux internes en pharmacie qui sont également souvent débordés, aux étudiants en pharmacie sur lesquels, quoi qu'on en dise, on a du mal à stabiliser des activités pérennes parce que ça change et que ça va dépendre quand même en grande partie de la motivation de ces étudiants-là. Et puis il y a quand même un corps de métier qu'on aurait tendance à oublier, et ça serait bien dommage, ce sont les préparateurs en pharmacie. Bien évidemment, les anglo-saxons ont un petit coup d'avance sur nous, puisque ça fait quelques années qu'ils ont mobilisé ce corps de métier, non pas uniquement au sein de la PEI comme on en a l'habitude, mais pour aller plus loin, pour eux-mêmes commencer à préparer des BMO, pour initier d'autres types de recueils de données, par exemple, ou de la ressaisie. Eh bien, en France, on commence, là c'est une publication sur la droite de l'équipe grenobloise, qui a commencé justement à essayer de faire une petite revue sur les différentes possibilités d'utilisation au sens ressources humaines du préparateur en pharmacie. Ça peut être intéressant dans les centres hospitaliers qui se plaignent, par exemple, de ne pas avoir d'étudiants en pharmacie régulièrement. Et puis quand on cherche à adapter les ressources humaines, on va en parler un petit peu après, je vais passer assez vite, il y a la notion de facteur prédictif de problème. Quand on cible une action en particulier, il peut être intéressant dans un premier temps de commencer petit, et ça passe par la détection de facteurs prédictifs. Alors la détection, quand on n'a rien fait, c'est difficile, mais d'utiliser les données publiées d'autres centres, par exemple de la littérature. Et en fait, quand on fait une littérature assez rapide, on se rend compte que bien évidemment, les patients qui ont beaucoup de médicaments sont forcément plus à risque. Là, vous me direz, mais pour savoir qu'il a beaucoup de médicaments, il faut peut-être déjà que j'initie l'entretien. Bonne réponse. Le nombre de comorbidités, l'âge des patients, c'est peut-être plus facile, et par exemple, un indice de masse corporelle qui serait, vous l'imaginez, assez faible. Un point fort par rapport aux thérapies orales, pour lesquelles les patients, s'ils ne vont qu'en consultation, passent totalement au travers des filets des logiciels métiers de la pharmacie hospitalière, et c'est justement d'utiliser ces logiciels métiers pour les chimiothérapies pour détecter un petit peu en amont les patients, à condition que les médecins jouent le jeu de prescrire quelques jours en avance, bien sûr. L'agenda, on en a parlé, et puis pourquoi pas à l'occasion de staff hebdomadaire pour commencer à sélectionner des patients en amont sur des critères qui ne sont pas encore aujourd'hui bien standardisés, comme vous pouvez l'imaginer. Donc pour conclure, je vous rappelle encore une fois que la majorité des patients sont traités par anticancéreux par voie parentérale, que cette administration se fait exclusivement quasiment en hôpital de jour, ou en tout cas en très grande proportion, que les anticancéreux injectables, lorsqu'on parle de problèmes liés aux médicaments, de drug-related problems, sont tout aussi concernés que les thérapies orales par les interactions médicamenteuses, et puis qu'il était très important dès le début d'arriver à monter en puissance pour gérer par rapport aux ressources disponibles, mobilisables, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Bien. La deuxième partie, ça va s'intéresser justement, comme on l'a un petit peu défini déjà, au bilan médicamenteux optimisé. Ça reste, et pas que en oncologie, un des socles des activités de pharmacie clinique. Quand on parle de cancérologie, c'est un aspect incontournable dès lors qu'on fait de la conciliation médicamenteuse. Mais finalement, dès lors qu'on va faire de la consultation de primo-prescription d'un anticancéreux oral, et c'est tout à fait applicable lorsqu'on parle de l'hôpital de jour de cancérologie. Alors, existe-t-il des référentiels ? Oui, vous le savez, j'imagine que vous êtes très au fait de la littérature, y compris la littérature académique. Et il y a eu en mars dernier un référentiel conjoint HAS 1K qui s'intitule « La conciliation des traitements médicamenteux en cancérologie », qui est un complément du guide sur la conciliation médicamenteuse et qui avait pour but d'accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de cette conciliation, de faciliter son déploiement, de standardiser tant que faire se peut la pratique et puis d'aider ces professionnels avec des outils proposés pour la mise en place de cette conciliation médicamenteuse. Et puis il y a un autre référentiel que j'aurais également aimé présenter, alors j'ai un peu confondu tout à l'heure, c'est celui de 2017 qui a été co-dirigé par Émilie qui est parmi nous aujourd'hui sur les consultations pharmaceutiques axé sur les thérapies orales, sauf qu'en fait, quand vous prenez ce référentiel-là, vous avez plein d'éléments que vous pouvez utiliser également pour la mise en place d'activités de pharmacie clinique oncologique
en hôpital de jour, de cancérologie. Vous avez même, par exemple, si vous feuilletez un petit peu ce référentiel, mais je suis certain que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait, un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un outil de recueil des bilans médicamenteux optimisés. Donc, avant de vous lancer sur la base d'un document vierge, vous pouvez déjà vous inspirer de documents comme ceux-ci qui sont vraiment faits pour ça, pour inspirer les centres qui souhaiteraient débuter ce type d'activité. Alors, je reviens à mon quiz sur lequel vous avez pas encore répondu. Selon vous, quelles sont, selon vous, encore une fois, les 3 sources les plus fiables? Quand on fait un bilan médicamenteux optimisé, vous m'avez bien compris. Je suis en ligne. Alors, heureusement, on m'a dit qu'il fallait juste que j'appuie sur un câble bleu pour qu'on récupère Internet. Et je suis de retour en ligne. Alors, je suis ravi, je vois que maintenant on a 124 personnes connectées dans la salle, donc ça augmente, ça augmente. On va peut-être arriver jusqu'à 174, ce qui permettra de faire le décompte. Alors, effectivement, hein, il n'y a quasiment que des pharmaciens hospitaliers dans la salle, mais pour autant, vous avez toujours une confiance aveugle dans vos collègues officinaux, et vous avez raison. Alors évidemment, quand on parle de dossier pharmaceutique, c'est quelque part un peu sous-entendu dans la mesure où le collègue officinal consulte en grande partie son DP pour nous renseigner au mieux. L'ordonnance du patient, effectivement, il y a de bonnes chances qu'elle soit fiable, normalement, si elle n'est pas trop ancienne. Et puis, vous avez quand même coché les autres propositions, vous avez eu raison, mais on va voir après que la littérature nous montre que ce n'est pas forcément les sources les plus fiables. Alors ça, c'est un schéma qui était tiré d'une présentation sur la conseil médicamenteuse en hospitalisation traditionnelle. De la discussion risque de tourner sur autre chose que le BMO. Donc voilà, pour être, qu'est-ce qu'on a mis dans nos diapos? Voilà, pour être très pragmatique, l'entretien avec le patient, c'est un échange verbal entre nous, soignants, et le patient. On peut difficilement estimer faire un BMO sans aller voir le patient. Alors dans certaines organisations, certains centres ont testé peut-être de déléguer cette activité d'entretien avec le patient à d'autres corps de métier ou récupérer les informations récoltées par l'infirmière, notamment lors de son entretien. Moi, personnellement, je milite pour qu'on ne fasse pas sauter cette étape-là qui, pour moi, est parmi une des plus importantes. Cet entretien a 2 fonctions. Il a pour but d'échanger des informations, de récolter des informations et aussi de développer une relation avec le patient. Je pense que même sur un hôpital de jour, la difficulté vient du fait que le délai est très court. Mais ça me semble très important de développer cette relation avec le patient, notamment si on est amené plus tard à rencontrer le patient lors des hospitalisations suivantes, lors des autres injections de chimiothérapie. C'est un point principal, c'est un fondement pour pouvoir avoir une relation efficace avec le patient. On peut pas regarder si les autres micros ils marchent. Oui, ce sera mieux. Au moins, vous pourrez me voir moi, parce que les gens qui sont de dos, sinon c'est un peu plus compliqué. Ah, vous avez des diapos? Tout revient. Donc voilà. Et enfin, cet entretien, pour être très clair, on va tourner cette petite partie-là sur l'entretien autour des 3 objectifs qu'on a identifiés sur l'entretien. Un, c'est recueillir les informations sur ces traitements. Bien sûr, c'est la base pour faire le BMO. Le point auquel moi je tiens énormément, c'est informer, ça marche à droite, ça marche à gauche, là j'ai un écran, informer et éduquer le patient, c'est des notions qui ne sont pas forcément au cœur du BMO, mais c'est finalement souvent ce que moi, de mon expérience, je vois, c'est ce que le patient attend le plus. Donc je pense qu'on peut difficilement la laisser de côté. On est tous dans des problématiques de timing, de temps pharmaceutique, c'est compliqué, mais pour moi c'est partie intégrante de l'entretien avec le patient. Et enfin le 3e point, c'est négocier, parce que des fois ça tourne un peu à la négociation. On est un peu short en timing. Je voulais vous montrer juste cette étude-là. Alors, c'est hors contexte du BMO, mais moi, elle m'avait plu parce que c'était un peu la seule que j'ai vue dans cette thématique-là. C'était finalement une petite étude dans un centre de cancéro-universitaire aux États-Unis. Finalement, une petite étude monocentrique sur qu'est-ce qu'avait fait le pharmacien lorsqu'ils avaient mis en place des consultations pharmaceutiques autour de l'immunothérapie. Et donc, ils avaient fait 47 patients qui voyaient AOC1 J1 et qui revoyaient à J10.
après la première injection. Et finalement, ils ont relevé toutes les interventions qu'ils ont fait auprès des patients. Donc on voit 47 patients, 34 interventions. Et vous voyez sur le camembert que finalement, c'est réparti de manière assez homogène entre différentes activités qui n'ont pas forcément énormément de liens. Donc nous, on pourrait être concentré sur le petit carré en haut à gauche, les 23% qui concernent le fait d'établir ce bilan médicamenteux. Mais en fait, il y a énormément d'autres activités, rajouter des soins de support, parler de tout ce qui est non médicamenteux, des habitudes de vie. Il y a énormément de choses à faire. Et ça répond vraiment à des demandes du patient. Donc encore une fois, même si on est allé voir le patient pour faire un BMO, on a notre job à faire, il faut le faire. Mais il faut aussi prendre en compte toutes les demandes du patient et vous allez voir qu'on a un levier d'action qui est intéressant. Il y a deux diapos sur les prérequis quand même. Alors on ne va pas tout redétailler, mais ça me semble important de poser les bases d'une bonne organisation qui est nécessaire pour le succès de ces activités-là. Comme l'a dit Florian, c'est vrai que les hôpitaux de jour, ils tournent depuis très longtemps et on a la chance d'avoir un partenariat relativement privilégié avec ces services-là. Cependant, avant de se lancer dans ces projets-là, pour l'avoir vécu, c'est très important de les faire participer le service d'hospice de jour, que ce soit les médecins, que ce soit la cadre, que ce soit les infirmières, que ce soit les AS, également pour développer le projet en commun. Notamment, hyper important, nous on s'est un peu confrontés, définir bien les rôles de chacun. Moi, de mon expérience, les infirmières font des consultations au C1J1 avec les patients qui sont de très bonne qualité. Historiquement, la pharmacie avait fait tout un fascicule à destination des infirmières dont elles se servaient, qui décrivait toutes les toxicités, toutes les précautions à prendre et toutes les mesures à prendre en cas de toxicité. Donc c'est les infirmières qui étaient en charge de toute cette partie-là. Finalement, quand on va se mettre, nous, à rencontrer le patient, on va avoir, nous aussi, ce genre de questions-là et on va être tenté d'y répondre et c'est notre job aussi. Mais du coup, attention à ne pas frustrer les personnes, c'est très important qu'on définisse bien les rôles de chacun. On peut tous répondre à la même question, on aura tous un point de vue un peu différent. Il faut que l'information soit la même, c'est le troisième point. Il faut être absolument cohérent, mais je pense que c'est important pour un patient. La réponse ne sera pas la même de l'infirmière, d'un pharmacien, du médecin, et les trois auront leur intérêt. Un petit point que j'ai noté aussi, auquel je tiens, c'est important à mon sens de connaître les équipes pour être cohérent, avoir le même discours. On est souvent confronté à des questions posées par le patient sur des thématiques qui s'éloignent vraiment de notre cœur de métier de la pharmacie. Il faut qu'on sache botter en touche, il faut qu'on sache donner des éléments de langage qui se rapprochent de ceux du médecin. Pour moi, c'est très important, il faut vraiment être cohérent. Sur la problématique des moyens humains, effectivement, Florian a commencé à la soulever. On a une problématique de temps dédié. Je ne sais pas si vous avez trouvé la réponse, nous on est encore en train de la chercher. Effectivement, peut-être qu'une des clés, c'est de réfléchir sur qui peut être amené à faire ça. Alors si je regarde l'écran qui s'éteint, c'est pas drôle. Je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse de côté, alors les pharmaciens, bien sûr, les internes, on a l'habitude, parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité, très impliqués, et moi j'ai toujours eu des internes super. Donc ça, c'est très bien. Après, les externes, la question est ouverte. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de réponse. On a un externe de temps en temps dans mon hôpital, donc pour l'instant, on a eu du mal à les impliquer. Les préparateurs, Florian a posé la question. J'ai strictement aucune réponse. C'est sûrement, moi je travaille dans un petit périphérique. Effectivement, je pense que c'est une des clés. Peut-être qu'il faudra qu'on s'appuie plus dessus. Sûrement, à voir. Par contre, ce qui est primordial et qu'il faut bien qu'on aborde ensemble, c'est la question de la formation. Je pense qu'on peut envoyer le meilleur pharmacien du monde, s'il n'est pas formé et pas compétent, ça ne marchera pas. Je crois que vraiment, il faut qu'on fasse attention à ça. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de référentiel sur la formation. Il n'y a aucun texte qui dit, pour aller faire ça, il faut que le pharmacien il ait ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on voit ça comme une opportunité à nous, entre nous, professionnellement, au sein de l'équipe, de voir qu'est-ce qui manque à chaque pharmacien pour être à l'aise sur ce genre d'activité. Ça peut être des formations en oncologie, ça, je pense que c'est quand même un prérequis. Même pour faire du BMO, il faut quand même qu'on sache ce qui passe dans la poche, ce que le patient a, comment ça marche. Ça me semble être un minimum. Après, est-ce que c'est des formations en relation patient, des formations en psychologie, des formations en communication, des formations en entretien motivationnel? Je pense que tout est bon à prendre, un peu à chacun de savoir ce qui lui manque. Nous, on avait positionné dans les ROCO SFPO pour les thérapies orales les 40 heures ETP. À l'heure actuelle, alors c'était en 2017, en 2019, alors un peu moins qu'en 2017, mais ça me semble encore un socle relativement correct. C'est une bonne base, je pense que c'est valorisable, je pense que c'est un socle qui peut être pertinent.
On a rajouté le point du compagnonnage. Je pense qu'on a tous des collègues qui ont toutes les formations du monde et qui pourtant ne sont pas à l'aise. Et on a tous aussi des internes qui sont arrivés, qu'on a peut-être jetés dans la fosse au lion un peu trop vite parce qu'il nous a dit « oui, mais moi j'ai la formation truc, j'ai la formation machin ». Attention, nous on aime bien les internes, pas les lâcher seuls, les nouveaux pharmaciens, pas les lâcher seuls. C'est important et c'est sécurisant pour le pharmacien. On n'est pas là pour mettre nos collègues en difficulté, même si on a des obligations d'activité. Mais voilà, je pense que c'est important. Et on a tous, enfin, des collègues qui sont plus à l'aise que d'autres pour le faire. Et ça, je pense qu'un collègue qui n'est pas à l'aise, il peut faire toutes les formations du monde, il ne sera pas à l'aise. A contrario, un collègue qui est à l'aise, il ne peut pas avoir fait toutes les formations du monde et s'en sortir très bien. Voilà, c'est un peu, ça reste du feeling que chacun doit avoir. Après, les moyens matériels, on a besoin relativement peu, je ne vais pas passer du temps là-dessus. Et la priorisation des patients, c'est, je pense, une clé que Florian a évoquée, qui est à réfléchir. Par contre, je suis loin pour passer les diapos. Émilie, tu peux juste... Tu veux que je passe? Parce que je crois que j'ai une super... Hein? C'est ça? Ok. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On avait voulu un peu estimer le temps pharmacien nécessaire ou le temps nécessaire à toutes ces activités. Donc là, j'ai essayé de vous lister. Donc c'est tout d'après, un peu de mon expérience, mais c'est tout issu des recommandations sur le rôle du pharmacien en oncologie dans les établissements de santé, publié en 2016 par le ministère de la Santé canadien. Donc en gros, pour la réalisation d'un bilan médicamenteux, il faut prévoir, ce que je disais, 70 minutes. Avec les différents, j'ai essayé de vous mettre les différents, qu'est-ce qui prend du temps voilà, dans chacune des activités, sachant que chacune des activités, c'est pas obligé d'être réalisée par un pharmacien, c'est ce qu'on disait avant. Il y a certaines, par exemple, l'analyse et les interventions pharmaceutiques, elles doivent être réalisées par le pharmacien. On fait une optimisation, si on doit rajouter à ça une optimisation, là je vous ai mis l'exemple d'une optimisation des prescriptions chez la personne âgée. Pour nous, ça va nous rajouter un temps d'analyse d'environ 1 heure, parce que la façon dont on l'a mis en place, c'est que donc il va y avoir la rédaction du bilan médicamenteux. Il y a notre interne qui va faire une première analyse via une méthodologie qu'on appelle Dictias, et après il y a un temps où avec un pharmacien senior on valide ça, et ça prend du temps. Et puis une information, une action d'accompagnement, atelier éducatif, on a estimé à 30 minutes, il a été estimé à peu près à 30 minutes par patient. Donc voilà, je vous ai mis en hôpital de jour, dans ces recommandations canadiennes, un équivalent temps plein, ça représente 10 patients jour, en comptant 2 patients pour qui on fait initiation avec la réalisation du bilan médicamenteux à l'admission. Voilà. Je le fais moi? Ouais. Du coup, il y avait une petite diapo. Alors, on est un peu just en timing, mais ça me semblait quand même le minimum de vous faire une diapo concernant la posture. Alors, j'ai appelé la posture adéquate, c'est très prétentieux, effectivement, quand je le relis. Mais voilà, alors c'est pas, on va plutôt dire quelques clés si on veut se lancer quelque chose, et même quand on veut faire une analyse de nos pratiques, quelques petits points clés que moi j'aime bien sur notre positionnement. Lorsqu'on fait ces activités, lorsqu'on fait les entretiens avec le patient, on est tous d'accord, on a tous entendu, écoute active, centrée sur le patient et empathique, c'est très beau. C'est très théorique. Je vous ai mis une liste de petits points clés qui, moi, me tiennent à cœur. Favoriser l'expression du patient de ses plaintes, de ses demandes, de ses attentes. Faire exprimer au patient ses opinions, ses croyances, son vécu. Tout ça, c'est des points qui sont vraiment importants tout au long de l'entretien pour pouvoir, nous, adapter nos discours et réagir et faire du ping-pong avec le patient. Adopter un comportement non verbal approprié. Alors, je n'ai pas la clé, je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement, il n'y a pas de recommandation. Cependant, on le voit bien quand on est en hôpital de jour, quand on est dans une chambre où il y a 6 fauteuils, c'est toujours plus difficile que quand on est dans une chambre avec 2 lits, ou même mieux dans une chambre avec un lit où le patient est seul. C'est sûr, quand on est debout au milieu des 6 fauteuils, qu'on interroge le patient penché en avant, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pareil, le patient attend beaucoup de nous quand on regarde nos téléphones en permanence. Moi, je l'ai fait une fois de regarder ma montre parce que j'avais un petit message, le patient il me l'a dit mais directement quoi. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà.
Utiliser la reformulation de manière adaptée, résumer régulièrement, solliciter l'accord du patient, renforcer de manière appropriée l'effort d'adaptation et les démarches adéquates du patient, utiliser l'humour de façon appropriée. Celui-là, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps suite à l'expérience avec un interne. Il était très bien, mais trop, enfin, à un moment, trop, c'est trop, quoi. On n'est pas copains avec le patient, quoi. Voilà. Et le dernier point, on ne le détaillera pas, mais c'est un petit point philosophique, ça déborde complètement de mon domaine de compétences. Mais voilà, juste pour vous aiguillonner un peu, on est dans une relation face à face avec le patient, et donc nous, soignants, on est partie prenante dans cette relation-là, et forcément, on n'est pas neutre. Et forcément, nos émotions, nos croyances, nos représentations vont rentrer en jeu dans cet entretien avec le patient. Donc attention, voilà, je vous laisse chacun réfléchir, on pourra en discuter après, mais la preuve en est, selon les jours de la semaine, selon si c'est le matin, selon les contrariétés, on ne fait pas tout à fait les mêmes entretiens avec les patients et ça se ressent très facilement. Donc, on va reprendre les 3 objectifs qu'on avait dit. Je commence par le 1, excuse-moi Émilie. Premier objectif, ah mais non, c'est pas moi, c'est toi ? C'est moi, ouais. C'est toi ? Vas-y alors, je me tais, excuse-moi. Donc on reprend les 3 objectifs qu'on avait mis en introduction sur l'entretien patient. Le premier objectif, ça va être de recueillir l'information. Le deuxième objectif, donc ça c'est Benjamin qui va le présenter, c'est apporter une information, accompagner et éduquer le patient. Et le troisième objectif, ça va être de négocier avec le patient. Voilà. Donc le premier objectif, recueillir l'information, je vais passer rapidement parce que Florian a déjà présenté les outils qu'on peut avoir pour recueillir de l'information. Mais les objectifs, c'est d'avoir les informations qu'on recherche, les plus exhaustives sur les traitements, et aussi connaître du patient sa confiance envers le corps médical, donc un peu son adhésion et sa relation qu'il a avec le corps médical, et aussi sa relation avec ses traitements. Voilà, c'est complètement en fait la définition qu'on peut avoir de son adhésion à la thérapeutique. Qu'est-ce qu'on a comme outil ? On a donc les guides d'entretien. Donc là, ça sera plus sous forme de questions et voilà, on va suivre le fil des questions. On peut avoir des checklists ou des grilles de recueil. En exemple, je vous ai mis juste un exemple rapide sur qu'on peut avoir, enfin qui montre l'intérêt d'avoir une grille de recueil. Ça va être par exemple sur les thérapies complémentaires. Il me semble que c'est le moment où tu dois intervenir. Donc, on vous appelle pour obtenir votre avis sur la prise de thérapie complémentaire suivante. Donc, voilà, j'ai mis la liste. Et qu'est-ce qu'il y a ? Continue. Vas-y, je ne sais plus. On a un quiz là, non ? Voilà. Et là, c'est l'heure du quiz. Alors, est-ce qu'il ne marche pas ? Non, il ne marche pas, donc ce sera depuis mon portable. Okay. Ça va être pratique du coup depuis le portable, je suis vraiment navré. Donc, sur ces informations-là, vous devez rencontrer vous devez rencontrer le patient pour avoir des informations. De quelles informations, pour votre analyse, de quelles informations complémentaires devez-vous obtenir lors de votre entretien avec la patiente ? Je crois que la question n'est pas très française. On n'a pas récupéré d'Internet, donc ça va être encore depuis mon téléphone. Vous allez encore devoir me croire quand je vais vous donner les résultats. Le vote est lancé. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Alors, eh bien, c'est encore une fois bien réparti. Ce que vous avez préféré vous utiliser, c'était les modalités de prise pour arriver à caractériser une consommation de médecine complémentaire et alternative. Ensuite, il vous paraît important d'avoir la connaissance de la quantité en principe actif, de la provenance des informations sur les thérapies complémentaires, et puis vous avez au même niveau le bénéfice attendu ou perçu par le patient, qui paraît effectivement important. Le nom de marque, c'est quelque chose qui vous paraît le moins important parmi les 5 propositions. Alors,
Alors, c'est sûr que d'obtenir les informations qu'on voudra obtenir du patient, enfin, pour moi, ça semble difficile d'avoir l'information du patient, la quantité est en principe actif. Mais par contre, d'avoir les informations sur le nom de marque et le fabricant nous permettra d'avoir des informations sur le complément alimentaire ou les médicaments. Le bénéfice attendu ou perçu par le patient, ça, c'est hyper important de l'avoir, notamment pour les négociations qui vont suivre après. Et puis les modalités de prise, tout à fait, pour identifier un mésusage de la thérapie complémentaire. Et la provenance des informations sur les thérapies complémentaires, la question a été peut-être mal tournée, mais c'était savoir si ça venait d'une prescription d'un médecin ou si ça venait des conseils de l'entourage ou si c'était le patient qui avait fait ses recherches lui-même sur Internet. Ça n'a pas le même impact sur notre analyse non plus parce que ça implique sa relation avec le professionnel médical qui a prescrit. Si on n'est pas d'accord avec le professionnel médical, on peut se poser la question, est-ce qu'on va contacter directement le professionnel médical avec l'accord du patient ou ce genre de choses. Donc notre conduite, c'est une information importante à recueillir. Donc ça montre que avant d'aller voir le patient, il faut qu'on ait une grille d'entretien parce qu'on a beaucoup d'informations à recueillir sur les thérapies complémentaires et il faut qu'on soit le plus exhaustif possible. Là c'est à moi. Du coup, on prend notre deuxième objectif maintenant, informer et éduquer. Une fois qu'on a réussi à recueillir les informations, alors plusieurs cas de figure, soit dès l'entretien on détecte des choses qui nous chagrinent quand même, et à ce moment-là c'est quand même dur en tant que pharmacien de dire mais je vais attendre de finir mon BMO, d'en discuter avec le médecin, avec l'oncologue, puis après voir éventuellement avec le médecin traitant, et en fait je laisse partir le patient alors que dès l'interrogatoire j'ai détecté un problème. Donc là, il va falloir rentrer dans une démarche d'information et d'éducation du patient. Ou sinon, si vous avez un BMO qui est très bien, vous vous levez pour sortir de la chambre, mais là, le patient, il vous rattrape et vous dit, mais attendez, au fait, le médicament que vous allez me faire, c'est quoi? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est toxique? J'ai pas d'informations. Donc voilà, c'est par ces deux biais-là d'entrée qu'on va finalement rentrer dans ce côté-là, information et éducation du patient. Très important, donc ça va traiter, comme je vous l'ai dit, à la fois du traitement de fond et de la chimiothérapie. Il faut être ouvert avec les patients, on est là pour être aussi à leur écoute et répondre à leurs besoins, à leurs questionnements. Donc ça va être deux objectifs, ça peut être partager avec le patient les connaissances sur ses traitements. Quand on voit qu'à travers les questions qu'on a posées tout au long du BMO, on s'aperçoit que le patient finalement, il a des comportements qui ne sont pas adéquats parce qu'il lui manque des informations, ce sera à nous de les apporter. Et ça peut être le deuxième volet qui est très important, c'est réussir à donner au patient les compétences pour que son traitement se passe bien. Alors c'est des phrases très formation ETP, mais ça veut dire que ça met vraiment le patient au centre de son traitement et le fait de simplement lui apporter des informations, on s'est aperçu depuis longtemps que ce n'était pas suffisant. Il faut lui donner à lui le fait qu'il soit capable d'adapter son comportement, d'avoir les bons comportements, les bons réflexes pour que son traitement se passe bien, à la fois, encore une fois, sur son traitement de fond et sur la chimiothérapie. Ça peut être, concernant la chimiothérapie, des compétences sur sa surveillance propre de sa santé, sur la prévention des effets indésirables. Ça peut être des modifications du traitement de fond, modifier les horaires de prise, modifier ses habitudes de prise, etc. Et pour ça, on va quand même s'appuyer sur différents outils, parce que parler dans le vent avec le patient, des fois, c'est comme Émilie l'a dit, c'est des consultations qui sont longues. Quand on est face au patient, c'est un peu compliqué. On vous conseille vraiment de vous appuyer sur des outils. Il y a des outils très élaborés. Le GPTO, c'est des choses en ligne sur les thérapies orales. Le photolangage, c'est une marque déposée, mais finalement, c'est juste un concept de psychologie qui vise à présenter au patient un certain nombre d'images qui lui permettent de s'appuyer dessus pour évoquer avec vous, pour le faciliter à s'exprimer, faciliter le patient à exprimer ses doutes, ses questions par rapport à sa prise en charge.
On a tous dans nos pharmacies énormément d'informations, des fiches d'infos médicaments, de Nosomédite, de la SFPO, qui sont bien mieux que les autres quand même. On a des fiches sur les effets indésirables, on a des carnets de prise, on a des carnets patients faits par les laboratoires, on a des carnets patients faits par nous-mêmes, parce que finalement, on les préférait par rapport à ceux des laboratoires. On a des outils par pathologie, on sait faire aussi des plans de prise personnalisés, on sait faire énormément de choses. Moi, je trouve que, et c'est le message qu'on veut vous faire passer, c'est important de laisser un support au patient, de s'appuyer sur un support quand on est en entretien avec le patient. Ça facilite. C'est important de lui laisser quelque chose, ça lui permet à la maison, une fois qu'il n'est pas parti, de se remémorer les informations, c'est un support pour sa mémoire. Cependant, attention, ne laissez jamais un support sans l'avoir lu avec le patient. Et connaissez vraiment bien les supports que vous utilisez en consultation avec les patients. Lisez-les bien avant. On a tous dans nos bureaux des centaines de docs des labos. Ne les découvrez pas en même temps que le patient. Quand vous êtes en consultation, c'est des gros pièges. Et enfin, il y a un dernier point que moi j'aime bien, c'est les outils d'information. Alors j'ai appelé outils d'information en continu, mais c'est un peu pour que le patient puisse poursuivre sa recherche d'information. Orientons-le vers des sources qui nous semblent fiables. Il y a des applications, des réseaux sociaux, des chatbots, il y a des choses qui marchent de mieux en mieux. Nous, on fait beaucoup de seins chez moi, donc on a pas mal de patientes qui sont jeunes, qui continuent à travailler, qui sont très geeks, avec des applis, avec des chatbots. Voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne, qu'on maîtrise nous pour pouvoir les proposer aux patients. Donc voilà, ça c'est juste une diapo pour vous schématiser. Le constat, on est tous d'accord, on est face à des patients qui ont une maladie chronique avec un traitement de fond, d'un côté la maladie cancéreuse, de l'autre, que j'ai appelé maladie chronique parce que je veux voir les choses de manière positive et idéaliste, mais ça va impliquer des changements dans ses habitudes de vie et des surveillances particulières. À côté de ça, on a les traitements du cancer qui sont complexes, qui ont pas mal d'effets indésirables et surtout qui ont une image qui est très négative envers des patients. Et on va vouloir modifier les comportements de santé du patient et lui faire acquérir de nouvelles compétences pour arriver à notre objectif, que le patient ait un comportement adapté. Cependant, attention, ça va faire appel à 2 leviers principaux chez les patients, qui sont le savoir, en premier lieu, qui sont les informations fiables, qui est un peu le côté rationnel, ce sur quoi on a l'habitude de jouer beaucoup, mais en fait le levier qui est au moins autant important que le savoir, et je pense est finalement beaucoup plus important, ce sont ses croyances. Alors on ne va pas le détailler, mais n'oubliez jamais que pour que le patient change ses comportements, il ne suffit pas de lui dire, il ne suffit pas de lui expliquer pourquoi, il peut très bien comprendre pourquoi c'est important de le faire, mais ne pas le faire. Parce que derrière, ça fait appel à énormément de choses, à ses perceptions du risque, à ses perceptions de la maladie, des représentations culturelles, personnelles, un environnement socio-économique. Toutes ces données-là un peu affectives jouent énormément sur les modifications du comportement. Et enfin, le troisième point, c'est, attention, une fois qu'on a réussi à avancer ensemble avec le patient vers des comportements adaptés, il faut les maintenir, et là-dessus, il faut jouer sur la motivation du patient. Et on a tous vu des patients qui étaient hyper compétents au début de leur chimio et qui finalement sont arrêtés en chemin par un problème de motivation. Donc le troisième objectif, c'est donc de négocier. Alors négocier, on est finalement là où nous on a identifié, où on est mené à négocier, c'est au niveau des thérapies complémentaires, parce qu'en général on nous laisse carte blanche. Les médecins nous laissent carte blanche sur ce qu'il faut faire, quels conseils il faut nous donner. Donc l'objectif, c'est d'obtenir l'adhésion du patient à notre analyse pharmaceutique. Pour cela, il faut qu'on ait synthétisé l'analyse pharmaceutique avec les ressources bibliographiques, qu'on ait préparé avant l'entretien et identifié ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et il faut partager avec les autres professionnels les résultats de l'analyse pour avoir un discours commun auprès du patient. Surtout si on avait identifié lors de la première entretien qu'il y avait des conseils avec un autre professionnel qui sont divergents des nôtres, bien évidemment. Donc là, je vous ai préparé un cas que j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est un monsieur de 58 ans qui a un cancer du pancréas qui fait sa première ligne par un protocole de FOLFIRINOX. Et donc on est contacté par l'hôpital Le Jour parce que son épouse est micronutritionniste et voudrait avoir un avis au niveau de l'hôpital par rapport au traitement qu'elle a préconisé pour son mari. Donc elle en a une liste
assez importante. Donc, voilà. Donc les résultats de notre analyse, c'est la suivante, c'est que nous, ce qu'on a identifié, c'est que dans les traitements qu'elle prenait, qui prenait, il y avait 3 complexes de vitamines. Alors on propose plutôt, pour éviter d'avoir une surexposition, de faire des cures de chacun des complexes à des temps différents. Il y avait certains, dans sa nutrition, elle proposait de prendre juste de la L-glutamine, alors qu'il y avait un complexe de vitamines qui contenait déjà de la glutamine. Donc on proposait l'arrêt de la L-glutamine. Il y avait donc des probiotiques, du lactobacillus. On proposait l'arrêt, puisqu'on connaît des cas rapportés où il y a eu des infections sur le chambre implantable. Il y avait donc dans les complexes vitaminiques différents éléments qui faisaient penser que, il y avait du thé vert et du curcuma qui ont des propriétés anti-agrégants plaquettaires. Voilà, donc il fallait faire attention. Et il y avait un autre complexe vitaminique qui contenait du ginkgo biloba pour lequel il y avait eu un cas rapporté d'augmentation de l'exposition au 5-FU. Donc là, on proposait l'arrêt total. Donc nous, on est parti avec l'idée, avant d'aller voir, parce que là, on a des relations vraiment avec l'épouse qui prescrivait les traitements. On recommandait l'arrêt du complexe vitamine avec le ginkgo biloba. On souhaitait l'arrêt de l'ultra forte et du L-glutamine. Et le reste, on préconisait une surveillance. Donc on est parti avec ça. Alors, on n'a pas obtenu ça. Après négociation, voilà, on a eu, c'est mal tourné, mais donc par rapport à l'alternance des cures, elle n'était pas d'accord. Elle voulait vraiment faire les 3 cures en continu, les 3 complexes vitamines en continu. Elle a été d'accord pour que son mari arrête le ginkgo biloba entre J1 et J4 où il y avait le 5-FU. Concernant l'arrêt du lactobacillus, elle a voulu que je lui envoie nos données et les cas rapportés d'infection sur chambre implantable. Voilà. Et et elle a dit qu'elle arrêterait la L-glutamine s'il y avait la survenue d'une insuffisance rénale ou hépatique, puisque c'est une contre-indication à cette visite. Voilà, et voilà, ce qui est important aussi, c'est que la relation de confiance soit établie à ce niveau-là. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais la relation de confiance a été mise en place, puisque par la suite, le médecin son épouse nous a recontactés pour avoir des avis sur d'autres thérapies complémentaires qu'elle voulait donner à son mari. Et finalement, c'est ça le plus important. Voilà. Je vous remercie. Le TECOM. Merci beaucoup. Voilà, donc on va faire rapidement les take-home messages de cette partie entretien. Je pense que ça a été assez clair, ça a été assez insistant de la part de nos 2 intervenants sur la formation, déjà d'une part, et puis voilà, sur l'importance du compagnonnage, surtout de nos plus jeunes collègues, mais pas que, d'un collègue pas forcément si jeune que ça en termes d'âge, mais qui voudrait s'initier à ce genre d'activité. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas les mêmes opportunités d'encadrement et de compagnonnage. La relation humaine, vous l'avez assez bien définie, je trouve, on y reviendra sûrement au niveau des échanges. Et puis, de mon avis, de notre avis, et peut-être de l'avis de vous également, l'entretien patient, c'est bien, c'est important, mais il ne faut pas perdre de vue pourquoi vous vous entretenez avec lui. À la fin, vous venez quand même en partie pour recueillir des données, donc évitez de sortir d'une chambre d'un patient en disant c'est très sympa, on a parlé de plein de trucs, mais en fait, j'ai tapé quelque chose, je n'ai pas mon BMO qui est complet, quoi, par exemple. Alors, on est à 13h35, on a encore 10 minutes maximum. On va initier la 4e partie pour être sûr de ne pas être trop pressé. On laissera ensuite à la fin un mot à Christophe Bardin pour la suite de l'après-midi. Si, je vais le faire. Donc on va commencer... on verra. Fais un échange. Ouais, je pense. Ouais, voilà. Sur la 2e partie, pour vous mettre en haleine, j'espère, on va revenir donc sur ce fameux schéma que vous voyez pour la première fois. On a essayé de modéliser un petit peu les différentes parties du travail pharmaceutique en hôpital de jour de cancérologie.
Et puis surtout, voilà, nous alors il y a 2 cas sur lesquels on va vous faire travailler un petit peu dans la 4e partie. Le premier, on l'a proposé sans thérapie alternative et complémentaire, parce que c'est un cancer bronchique, c'est une population qui, de manière générale, n'est pas trop, dans laquelle on ne retrouve pas une prévalence élevée de ce genre de consommation. Donc là, vous n'avez que des DCI labellisés, si je puis dire, excusez-moi. Voilà, donc vous avez un cas d'un patient de 75 ans, 75-78 ans, je crois que ça change en fonction des diapos, peu importe, chez qui on retrouve un cancer bronchique qui a des comorbidités tout à fait classiques au vu de son âge, HTA, AOMI, qui va être traité de manière également tout à fait classique par cisplatine et paclitaxel, avec des comédications impliquant classiquement de la prévention antiémétique, des prémédications antiallergiques et une hyperhydratation appropriée. Et puis dans des traitements habituels, entre guillemets, encore une fois, le mot peut varier aussi, on va retrouver des choses type clopidogrel, fosinopril, pravastatine, émivolol, alfuzosin, oxycodone et movicol. D'accord ? Donc sur ce cas-là, je crois que c'est juste après, on va avoir une petite question à vous poser, toute simple, de prime abord. Ça permettra d'avoir une base de travail pour la suite. Selon vous d'ailleurs de manière générale, quelles sont les 4 bases de données qui sont agréées par la Haute Autorité de Santé en France ? Vous avez normalement, si l'application fonctionne toujours, une liste assez conséquente de bases de données diverses et variées. On aurait pu en rajouter d'autres, bien sûr. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et on retrouve... Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est dommage, il n'y a que moi qui le vois pour l'instant. Thériac, il est premier, Vidal Optimal, il est deuxième. Bon, là-dessus, vous êtes bon. La base Claude Bernard, elle est troisième, vous êtes bon également. Et le Thésaurimède, qui était la 4e base agréée par l'HAS, n'est que 5e, puisque vous avez également choisi de sélectionner le Thésaurus des interactions de l'ANSM. On va, par la suite de l'atelier, vous l'imaginez bien, analyser cette prescription un petit peu complexe que j'ai présentée. On va voir ce que donnent les différents résultats. On va évidemment mettre en évidence que l'utilisation d'une seule base pose des vrais problèmes. Avant cela, on va profiter des quelques minutes qui nous restent pour avoir un moment d'échange, si vous êtes d'accord. Ça peut être des questions ouvertes, ça peut être des remarques, ça peut être d'autres choses. Et donc, je vais essayer de vous passer le micro dès que vous me ferez un signe explicite. Ce qui permettra de conclure cette première partie. Je voulais savoir ce que c'est qu'un chatbot. Un chatbot, en fait, c'est un chat où en fait c'est un robot qui répond. Et le plus connu, celui que mes médecins aiment bien, c'est Vic. Moi, je suis un peu partagé dessus. En fait, c'est une appli qu'on télécharge sur son téléphone et c'est comme Messenger, quoi. Enfin, c'est déjà vieux. Messenger, c'est quoi qui est à la mode maintenant? Je ne sais plus. Enfin voilà. Et en fait, on pose une question et on a une réponse en temps réel. Mais en fait, c'est un robot qui nous répond, qui détecte dans notre question les mots-clés et qui nous donne une information prédéfinie par rapport à ces mots-clés. Mais c'est vrai que, dans le cas de Vic Santé, c'est pas nous qui l'avons fait, donc on maîtrise pas complètement les réponses. Mais donc ça c'est le point négatif. Le point positif, c'est que la patiente qui se pose une question qui nous paraît simple dimanche matin à 9h, elle peut avoir un début de réponse. Après, voilà. La série des VIC, elle a commencé avec le cancer du sein, mais il se s'ouvre sur d'autres pathologies. En fait, elle a travaillé avec une association qui s'appelle Patients en réseau, avec mon cancer du sein pour la déclinaison sein, et ils sont montés en charge progressivement. Et au sein du staff, ils ont un pharmacien hospitalier de mémoire. Mais du coup, ça fait pas partie des outils à vérifier, à tester avant d'en parler aux patients. Et c'est un choix d'en parler ou pas aux patients. Monsieur le modérateur, est-ce qu'on a encore le temps pour une autre question ? Oui, alors je voulais savoir, je pense que c'est des activités à développer parce que le patient va forcément en tirer un bénéfice, mais en termes d'organisation,
qui va le faire en fait, parce qu'il y a quand même les chimiothérapies à préparer, il y a quand même des préparations à sortir dans un délai le plus court possible, etc. Nous, on est à titre personnel, on est divisé, donc il y a le secteur pharmacotechnique qui prépare les chimiothérapies, puis il y a un secteur pharmacie clinique, on sent qu'il a organisé la mise en place des primo-prescriptions et tout ça. Et ça va créer forcément quelques liens, parce que je pense que c'est les pharmaciens oncologues, quelques tensions, pardon, c'est les pharmaciens oncologues qui sont quand même le plus à même de faire cette activité, mais il n'y a personne pour reproduire les poches. Donc je voulais savoir, pour ceux qui ont développé cette activité, comment ils se sont organisés. Je vais dire un mot avant de laisser la parole à mes collègues. Oui, je me reconnais très très clairement dans la situation que vous décrivez, avec des pharmaciens affecto-médicaments qui vont prendre un petit peu en amont, enfin sur ces activités-là, des pharmaciens de chimio qui ont beaucoup de connaissances, parfois malheureusement moins de temps pour monter un peu en charge, mais qui aimeraient bien. Il y a un risque, oui, il y a un risque de tension qui sont déjà préexistants dans pas mal de pays, n'est-ce pas, mais il y a clairement un risque en tout cas d'incompréhension peut-être, et ça peut être intéressant, peut-être le rôle d'un chef de service, d'arriver à poser en amont une organisation assez claire, théorique, j'entends bien. Mais je n'ai pas forcément d'éléments de réponse parce que je me suis encore une fois retrouvé un peu dans ce que vous décrivez. Je vais peut-être passer la parole à mes collègues s'ils ont une autre remarque par rapport à ça. C'est la dernière partie. Vous voulez compléter ou pas? Alors, moi, juste un élément, je suis très content de cette question, mais c'est une question des pays riches, quoi. Chez moi, on ne se pose pas la question, quoi. Donc, non, très bien. Moi, je pense que pour rebondir sur les deux mots que j'ai dit sur mes diapos, il faut absolument que ce soit une expérience partagée, un projet mené avec tous les personnels impliqués. Je pense que voilà, c'est une question qui se pose depuis le début et ça doit être... la réponse, c'est qu'il faut que ce soit partagé entre tout le monde et défini en amont. Mon avis personnel, c'est que ça peut être la compétence de tout le monde à tour de rôle, comme vous voulez. Je ne pense pas que ce soit mieux l'un que l'autre, de mon avis. Après, moi, personnellement, chez moi, on ne se pose pas la question. Mais vous avez de la chance de vous la poser.